Nous voilà donc en compagnie de Julie Rochelot pour les 25 prochaines minutes, où donc j'aurai l'immense bonheur de m'entretenir avec elle. Salut Julie! Salut! Comment vas-tu? Je vais très bien toi-même. Ça va très bien, merci. Lorsque j'ai l'occasion de te parler, ça va toujours très bien. Alors, Julie Rochelot, et là c'est moi qui parle, alors j'assume totalement ce que je m'apprête à dire. Un immense talent. Tu as débuté ta carrière en 2010 et ce qui est extraordinaire, c'est que ton talent est exponentiel, c'est-à-dire que d'album en album, alors qu'on se dit, bon, Julie Rochelot va atteindre un certain plateau, non seulement c'est faux, mais en plus, tu réussis toujours à nous surprendre. Alors, écoute, je t'en félicite une Merci. fois de plus. C'est super gênant, hein? C'est vrai, tu n'as pas le choix d'être d'accord avec moi. Et tu as, en compagnie de Sophie Bienvenue, lancé au début de l'année l'album Traverser l'autoroute, à l'époque où la pandémie était une vue de l'esprit, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est quand même fou parce que ça fait pas si longtemps. Donc, album publié aux éditions de La Pastèque. Et ce qui est très particulier dans cet album-là, Julie, c'est qu'on t'a beaucoup connue comme illustratrice dans des univers onériques. Hein? On n'a qu'à penser par ou des univers très soit théâtraux ou quand même assez particuliers. Je pense à Fantomas, entre autres. Je pense aussi à Betty Boop, où là, vous avez traité ensemble, l'autrice et toi, du cancer du sein, mais d'une façon totalement différente, ludique, burlesque, j'oserais même dire. Et là, avec Traverser l'autoroute, on revient un peu à la Julie Rochelot du premier album, c'est-à-dire dans un récit plus intimiste, plus émotif, mais quand même avec des superbes planches et des moments divins. Alors, dis-moi, Julie, après Betty Boop, qui était vraiment un album qui est une célébration de la vie, comment en es-tu arrivé complètement à te positionner différemment dans ton approche pour tomber dans un récit vraiment plus intimiste? Boy, je sais pas si je me suis réorientée complètement. Parce que, ben, tu sais, c'est sûr que Betty Boop, c'est très théâtral, oui, à cause, tu sais, il y a les sujets, oui, cancer, machin chouette, mais on parle aussi carrément de théâtre et de scène, et donc c'est sûr que c'était très, très flamboyant, très costume et tout. Là, on est en banlieue, une petite famille sans histoire qui s'ennuie. Ouais, on est comme un peu aux antipodes, mais il y a, un peu comme j'avais fait aussi pour La Petite Patrie, il y a, je trouve, de la théâtralité dans tout. Oui. Puis c'est juste de pas, tu sais, tout n'est pas besoin d'être représenté de façon très, comment je pourrais dire, j'ai pas de mots, là, mais c'est parce qu'en fait, le danger, Julie, avec la théâtralité, ou en tout cas avec l'émotion, c'est de tomber en fait dans l'extrême. Faut pas qu'il y en ait trop, ouais, surtout. Oui, c'est ça, dans la surenchère. Et c'est ce que j'ai trouvé très, très, très habile dans Traverser l'autoroute, parce que, bon, évidemment, c'est un album touchant. Ça raconte l'histoire, en fait, en tout cas, du point de vue que je l'ai vécu d'homme de 44 ans. Alors, c'est l'histoire d'un père et son fils. Le fils veut pas, en fait, devenir un vieux con comme son père, et son père se rend compte qu'il est devenu le vieux con qu'il ne voulait pas devenir à l'âge de son fils. Et ces deux êtres humains-là, ce père et ce fils, vont quand même trouver un point de rencontre à travers un chien. Et ce qui est très étonnant dans votre album, les filles, c'est que j'ai eu l'impression que cet album-là avait été écrit pour moi. Pour un homme de 44 ans qui a peut-être un peu renié le jeune homme de 17-18 ans avec ses aspirations. Et c'est fou parce que, évidemment, c'est pas une question de genre. C'est pas une question de genre ni d'âge. Mais vous avez touché l'universalité d'un sentiment. Et je ne sais pas où tu en es dans ta vie, chère Julie, mais il y a quelque chose, il y a une... Vous avez réussi à mettre vraiment le doigt sur un sentiment qui
que plusieurs... On finit tous par être confrontés à cette réalité-là de bilan. Est-ce que toi, comme illustratrice, lorsque tu as travaillé avec la scénariste, est-ce que d'abord c'est un sujet qui t'a touché? Est-ce que tu t'es senti interpellée? Ou s'il a fallu vraiment que tu réfléchisses à comment toi, comme illustratrice, tu devais te positionner par rapport à cet album-là? Un peu des deux. C'est sûr que je ne vais pas m'engager dans un projet si je ne suis pas au départ touchée puis penser que je suis une des bonnes personnes qui pourraient le faire. Là, c'est sûr que si on m'avait juste dit veux-tu faire une BD sur deux dudes qui saillissent et qui s'ennuient à Longueuil, je serais comme pourquoi moi? Non. Mais c'est pas, tu sais, je lis l'histoire puis c'est ça, c'est une histoire de la condition humaine. C'est n'importe qui est capable d'un minimum d'empathie et capable de comprendre la souffrance de ces gens-là. Je trouvais ça intéressant aussi qu'il n'y ait pas de héros, qu'il n'y ait pas d'idéal vraiment. Il n'y a aucun personnage qui est idéalisé là-dedans. Ils sont tous un peu cons, un peu gauches. Puis je trouvais ça super intéressant de me prêter à ce jeu-là. Et évidemment aussi, on s'attache aux personnages. Donc, puis après, quand j'ai commencé à le faire, là, oui, il y a les questions, oui, mais maintenant, comment? Comment montrer telle chose de façon intéressante, puis, poignante, touchante. Des fois, c'est pas tout le temps... des fois, on essaie d'être original, mais c'est pas tant une recherche d'originalité que de juste trouver qu'est-ce que moi, je trouve juste. Puis, dans l'espoir que les lecteurs vont penser la même chose. Fait que, ouais... Je ne saurais pas trop comment décrire la recherche que j'ai faite. Il y a une part d'intuition là-dedans. Il y a une part aussi de « Ouf, je ne sais pas quoi faire, je ne trouve pas d'idée. Je fais ça sur la glace pendant 3 mois. Je retourne après. » Des fois, il y a comme des choses qui s'opèrent dans le cerveau entre-temps. Ouais, c'est ça. C'est temps plus introspection, plus empathie et égale BD. En fait, c'est que c'est un album pour moi qui est très, très maîtrisé parce qu'on est à la fois dans des moments d'économie. Et par moment, là, tout à coup, il y a une explosion, il y a vraiment une émotion vive qui surgit. C'est un peu à l'image d'une partition musicale, en fait, où il y a vraiment des moments. Est-ce que, par exemple, pour toi, dans ton travail, la musique a une place prépondérante? Ça a une influence, oui, mais je ne sais pas comment... vraiment concrètement comment ça se traduit dans mon travail parce que tu sais je suis pas moi je suis pas musicienne déjà je suis très sensible comme les artistes on est tous hyper sensibles maintenant mais donc oui évidemment je vais mettre de la musique qui va influencer ma façon de travailler des fois je sais c'est quelle tune qu'il faut que je mette pour que j'aille le moral, là, puis que je le fasse, ou si je veux avoir une autre genre d'ambiance, c'est plus, ça m'accompagne, comme mon café m'accompagne, comme, c'est peut-être plus dans ce sens-là, mais je sais pas si ça vraiment, ça doit être assez inconscient si vraiment il y a quelque chose, je ne saurais pas vraiment comment faire un lien comme ça concrètement. Moi, je soupçonne que c'est intuitif chez vous, parce que pour moi, il m'apparaît clair qu'il y a deux illustratrices, deux autrices de bande dessinée au Québec qui, en tout cas, à mon humble avis, abordent, que ce soit de manière consciente ou pas, la page comme une partition musicale, et c'est Sviane, qui est une musicienne. Oui. Mais pour moi, Julie Rochelot, c'est également... lorsque je plonge dans un de tes albums, automatiquement, au-delà de l'image, il y a une musicalité, il y a un rythme. Il y a une fluidité qui me faisait me demander, je me disais, mais est-ce qu'elle a un background en musique, Julie? Question que je t'avais jamais posée, tu vois? Ben écoute, enfant, j'ai suivi des cours de piano. OK. Tu sais, comme tous les enfants. Ouais. Puis au secondaire, je jouais de la clarinette, tu sais, puis je n'étais pas dans les meilleurs. J'ai essayé de jouer. En tant qu'adulte, je me suis acheté une harmonica, puis là, j'allais jouer de l'harmonica. Je me suis acheté une guitare, puis là, j'allais jouer de la guitare. C'est jamais vraiment arrivé, là, tu sais. C'est juste... j'aimerais aimer ça au point, tu sais, que je m'y donne vraiment sérieusement, mais finalement, non, là, fait que je suis pas une musicienne. Ceci dit, c'est très, très égoïste de ma part, chère Julie, mais je préfère que tu te donnes au 9e art.
Donc, je préfère que tu déploies tes énergies à faire de la bande dessinée. Encore une fois, c'est très égoïste de ma part. D'ailleurs, une récurrence dans ta carrière jusqu'à tout récemment, c'est que comme illustratrice, tu as principalement travaillé avec des scénaristes. Et là, dans le plus récent collectif du Festival de bande dessinée de Montréal, Lettres à Montréal, là, tout à coup, on a une nouvelle, un bref récit qui est non seulement illustré par toi, mais qui est également scénarisé par toi. Alors, j'aimerais un peu qu'on parle de cette expérience-là. C'était une des premières fois vraiment où tu assumais de façon frontale le travail de scénarisation. Ouais, sinon je faisais des trucs vraiment cool, des petits fanzines, puis là, j'en parle à personne, tu sais. Ouais, c'est dans un collectif. C'est pas la première fois que je faisais un collectif, mais bon. Non. Ouais, puis c'était pas ça pantoute, c'était pas du tout cette histoire-là que je voulais faire au départ, mais j'ai commencé à travailler dessus au moment où justement on entrait en confinement, puis là, il fallait que je ramasse toutes mes affaires pour retourner travailler chez nous dans mon salon, là, puis avec mon chum ici, puis le chat là, puis, tu sais, là, il y avait... Tu sais, moi, disons que les causes environnementales, ça me touche vraiment beaucoup. Par contre, je suis pas nécessairement la bonne personne pour en parler. Tu sais, je suis pas si connaissante, je m'empêtre, je deviens émotive, blablabla. Mais là, j'avais vraiment envie de défouler. Puis la BD que j'ai fait, ça parle de décroissance, mais je l'avoue que c'est plein de mauvaise foi. Okay? C'est limite méchant. Ok, je sais, ça c'est le genre de truc que juste les gens qui pensent un peu la même chose que moi qui vont trouver drôle finalement. T'sais. Mais c'est pas l'idée de prendre le lecteur en otage pour que je me défoule dessus, mais plus que j'avais besoin de faire ça. Puis des fois, il y a quelque chose aussi, il y a un message qu'on peut transmettre en faisant des trucs ridicules, justement, puis vraiment exagérés. Puis j'avais besoin de faire ça, puis j'ai eu du plaisir à le faire. Puis justement, on se sentait tellement... on perdait nos repères, là, tu sais, au mois de mars. Là, déjà que j'angoissais beaucoup avec ces questions-là avant, comme beaucoup d'autres gens, tu sais, puis il y avait ça en plus, là, j'étais pas de bonne humeur, puis j'étais en tête de dessiner des grosses écureuils qui démolissent tout, puis de rire de monde qui n'existe pas vraiment, puis en tout cas, ouais. Ah oui, écoute, j'ai été très étonné de ta proposition, parce que premièrement, oui, c'est une bande militante, et là, j'ai fait « Ah tiens », mais au-delà de ça aussi, c'est l'humour. C'est cette espèce de... C'est vraiment... à chaque page, on en prend plein la gueule, jusqu'à la dernière case où on voit le raton laveur qui dit « Hey, hey, hey! » Et vraiment, j'ai éclaté de rire. J'ai trouvé ça tellement que je me suis dit « Tiens! » Alors, Julie Rochelot nous a pas encore montré l'étendue de son talent. Donc, est-ce qu'on pourrait penser qu'un jour, on aurait un album de Julie Rochelot, un album complet, soit plus militant, ou alors un album qui irait vraiment du côté de la comédie? Ben, l'un n'empêche pas l'autre. Non, c'est sûr. Puis, ben, c'est parce que j'aimerais, tu sais, j'arrête pas de le dire là, depuis des années que j'aimerais ça faire un album solo, au moins faire plus de projets, même si c'est des petits projets solo. Puis tranquillement, je me déplace vers ça, mais c'est très long. Puis parce que, ben, la bonne vieille excuse, j'ai pas le temps, mais aussi, pour de vrai, je sais pas encore c'est quoi ma voix. Je me sens comme une ado quand vient le temps d'écrire, là. Tu sais, est-ce que je suis une personne drôle? Pas sûr. Est-ce que je suis une personne intense? Peut-être, je sais pas. C'est dans quoi je suis bonne, finalement. Fait qu'il faut que j'essaye plein d'affaires. Et c'est long, et beaucoup de remises en question. Et de quoi je veux parler exactement? Parce qu'il y a ça aussi, je commence une affaire, mais le jour d'après, j'ai goût de faire complètement autre chose. Puis, tu sais, faut vraiment avoir des idées, c'est une chose, là, mais ça sert à rien si on fait pas quelque chose avec, puis si on va pas jusqu'au bout avec. Là. Donc, j'en suis en quelque part là-dedans, à cette étape-là, à savoir exactement qu'est-ce que je veux faire. En tout cas, c'est mes conseils derrière moi. Tu as la chance aussi, comme illustratrice, de côtoyer des scénaristes très différents, talentueux aussi, il faut le dire. Est-ce que c'est pas une façon pour toi aussi, de façon peut-être inconsciente, de faire tes classes aussi? Hein? Parce que en art, on apprend aussi au contact des autres, ben, dans la vie en général.
mais plus spécifiquement dans l'art, est-ce que tu as cette impression-là, justement? Ah oui, c'est clair qu'à chaque fois que, même des fois, il y a je reçois des scénarios qu'on finit par, je ne travaillerai pas dessus finalement parce que on peut pas tous les faire, mais juste de le lire, de parler avec la personne, j'apprends énormément. Même des fois, c'est pas juste un scénario. Je peux regarder un film, je peux lire une pièce de théâtre, puis là, c'est un autre langage, oui, mais on apprend beaucoup sur la narration, puis la construction de récit, puis les twists, puis comment se surprendre, puis quel ton, des sujets qui sont abordés des fois sur un ton que j'aurais jamais pensé faire ça comme ça, mais donc ça m'apprend à me poser des questions, justement, à revirer les trucs à l'envers. Puis... Donc oui, c'est sûr que parler à des gens qui écrivent, travailler avec eux et décortiquer ce qu'eux imaginent, essayer de me mettre dans leur tête, ça tire par le haut, ça me fait évoluer. Puis ça, même si ça arrive jamais, mettons que j'écrive mon propre album, ça fait au moins de moi une meilleure dessinatrice, justement parce que on apprend beaucoup sur le sens du rythme, puis la composition, en quelque part, d'un récit, justement. Fait que, pour refaire un rappel à ce que tu disais avec l'analogie que tu disais sur la musique au tout début, là. Ouais. Ah, c'est habile. Tout est dans tout, Julie. Oui, c'est ça, tout est dans tout. D'ailleurs, si aujourd'hui, Julie, en 2020, on te donnait carte blanche, un éditeur te disait « Julie Rochelot, on te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, dans le genre que tu veux. » Ah, je sais pas. Non, mais c'est ça, il y a tellement de choix, là. Probablement que je me coucherais en boule dans un coin en ayant tellement peur de faire le mauvais choix, parce que tous les choix sont bons, finalement, là, j'ai tellement plein d'envie, honnêtement, je peux pas répondre à ça. Il a fallu que j'y pense avant, que tu me le dises avant. C'est vraiment triste. Alors, en fait, je vais te poser une autre question, puis j'espère que tu seras en mesure que tu auras le droit de nous en parler un peu plus. J'imagine qu'au moment où on se parle, tu es déjà en train d'avancer sur un projet futur. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ça va être long à faire. Okay. Je peux dire, c'est l'histoire de Nellie Bly, qui était... on en entend pas mal parler ces temps-ci, mais ouais. C'était une journaliste étoile pour le New York World en 1880 machin. 1880 machin, une femme, journaliste vedette, déjà. Elle a fait plein de choses fantastiques dans sa vie, mais là, on raconte une seule chose, là, c'est la première femme à faire le tour du monde, toute seule. Twist. Le Cosmopolitan qui est trouvé, hey, ça c'est trop un bon publicity stunt, on veut le faire nous autres aussi, puis un peu leur mettre les bâtons dans les roues. On va envoyer une autre femme faire le tour du monde en sens inverse de Nellie, puis ça va être qui va gagner, tu sais. Et Nellie savait même pas qu'elle avait une rivale avant super longtemps. Là. Mais là je compte pas de punch, là, ça c'est du fait vécu. Oh, c'est un fait historique, là. Oui, c'est un fait historique. Mais là, imagine, elle fait le tour du monde. Fait que là, la recherche malade qu'il faut que je fasse pour ça, le nombre astronomique d'endroits et de personnages. Puis en plus, c'est pas comme aujourd'hui, là, c'est en 1880, il y a des pays qui n'existent même plus. T'sais. En tout cas, ça me fait capoter un petit peu. Et dis-moi, est-ce que tu es en mesure de nous dire avec qui tu travailles sur cet album? Oui, c'est... OK, je vais me dire avec son nom de famille, puis même lui, il n'est pas sûr comment le prononcer. C'est Julian Voloch. Ça s'écrit... c'est un Américain, ça s'écrit V-O-L-O-J. C'est un nom qui vient de l'Europe de l'Est, mais son grand-père a émigré en Amérique du Sud, puis là, il s'est prononcé à l'espagnol, maintenant. Donc si tu travailles avec un Américain, c'est donc dire que cet album-là, la sortie est prévue chez un éditeur américain? Non, c'est chez Dargaud. Chez Dargaud. Okay. C'est chez Dargaud, mais on travaille en anglais. Donc, moi, je travaille avec Julian en anglais, puis j'écris les dialogues en anglais, puis il y a quelqu'un qui va traduire ça chez Dargaud, puis on a déjà la version anglaise pour approcher les Américains. Là. OK, parce qu'au moment où on se parle, au moment où on se parle, il n'y a pas de deal signé avec un éditeur américain. Pas encore. Oui, ça ne saurait tarder, hein, parce que
On va faire le livre avant, je pense. On va faire le livre avant. Et là, vous en êtes où dans le travail, justement? À quelle étape vous en êtes? Ben là, avec la COVID, il y a eu beaucoup de délais. J'étais supposée commencer à l'automne passé, finalement au printemps, finalement durant l'été. Puis là, ça va être à l'automne. Moi, en attendant, parce que c'est ça, Julian, il a fallu qu'il... Ben là, je peux pas raconter sa vie, là, mais bon, il a fallu qu'il reste à New York. Il a fallu qu'il aille s'installer avec sa famille. Donc, délai aussi, ben, il y a du travail à faire. Moi aussi, j'ai pris des contrats que je ne m'attendais pas à avoir. Moi, pendant l'été, je pensais que je serais en voyage partout. Finalement, non, je suis restée. Fait que j'ai pris plein de contrats un petit peu trop. Donc, bon, c'est ça. On y arrive tranquillement. Là, moi, je fais de la recherche. J'ai commencé un bout de storyboard. Julian essaie de me rendre la vie plus simple en mettant moins de personnages puis moins de détails touristiques, là, parce qu'à un moment donné, c'est too much. Mais, ouais, à l'automne, le contrat est signé puis tout. Il faut juste partir la tondeuse puis tourner vers nous. Donc, on part. Ah, c'est drôle. C'est drôle, ça, comme analogie, parler de partir la tondeuse. Je sais pas d'où ça vient. Ben, ça vient de traverser l'autoroute. Ah oui, ben oui, OK. Ah, merci. Ben oui. Merci, un banlieusard qui est arrivé au bout de sa vie parce qu'il est propriétaire d'une tondeuse et d'un bungalow. Ouais. Donc, on parle d'une parution en 2022 pour cet album-là chez Darien? Oui, oui. Eh ben, écoute... Je vais croiser les doigts. Ben, vraiment toujours un immense plaisir, Julie, de te parler et de te lire. Donc, écoute, on te souhaite bon vent pour ce projet. Merci. À n'en point douter, tu sauras, comme toujours, te sortir avec éloquence de ce travail. Donc, merci beaucoup, Julie.